Bonjour tout le monde. On est content d'être ici ce matin pour vous partager un message et une présentation, un 2 pour 1. J'aime bien partager la parole de Dieu. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'on veut rencontrer Jésus. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies, individuellement, collectivement et outre-mer. Mais la principale raison pourquoi on se réunit, c'est pour rencontrer Jésus. Et je répète sans cesse en Haïti, quand je suis à l'Église, que si on vient à l'Église et on n'expérimente pas Jésus aujourd'hui, c'est quoi qu'on fait là? On est un club social. Mais si on vient à l'Église avec l'idée de rencontrer Jésus, de vivre quelque chose, d'être capable de sortir d'ici et dire, j'ai expérimenté encore Jésus vivant dans ma vie aujourd'hui, ça fait toute la différence. Amen. Et j'espère ce matin, à travers notre présentation, que vous allez expérimenter comment Dieu est bon, comment Dieu est grand et qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Combien de parmi nous, on a des personnes dans notre famille qui sont militaires? On a 1, 2. Avez-vous déjà remarqué quelque chose qui est intéressant avec les militaires après qu'ils ont fait leur camp de base? Ils ne parlent plus comme nous. Ils vont dire des choses comme ceci. Nous et les civils. En parlant d'un autre groupe de personnes sur cette terre qu'on ne connaissait pas avant. Mais c'était nous. Ils parlent de nous comme des civils. C'est assez intéressant, là, les entendre parler. Ils font leur camp de base. Après quelques semaines, tout d'un coup, leur langage change. Nous et vous, les civils. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas quoi. Mais que nous sommes militaires, puis ils ont vécu des expériences qui ont changé leur vie, et là, ils parlent de façon différente. Et quand on pense à ça, ça nous fait penser à nous en tant que chrétiens. On parle des païens. Notre langage a changé. On parle de façon différente. Et ça s'explique de façon très simple. On a un nouveau chef. Est-ce que vous avez déjà entendu cette citation? Il y a des gens qui ont des personnes dans la famille qui sont dans le militaire. Mais j'aimerais vous partager une petite pensée que j'ai entendue à quelque part. Peut-être quelques-uns d'entre vous vont être capables de me dire où est-ce que ça se trouve. Mais écoutez ceci. Je ne sais pas si le PowerPoint est opérationnel. Oui, le PowerPoint. L'autre, c'était une vidéo. On va aller au PowerPoint. Non, pas ça. Ça, c'est une vidéo. Oui. On va aller. Je vais vous lire et tu vas trouver, Carmen, c'est la troisième image. Et peut-être tu peux passer les premières images avant d'arriver au troisième, parce qu'on va avoir une belle photo de ma femme. Et ce que j'ai déjà entendu, c'est ceci. Écoutez bien ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les soldats, quand ils arrivent dans l'armée, ils veulent plaire à ceux qui l'ont engagé. Ils ont un nouveau boss, ils ont un nouveau chef. Et ils travaillent, tout leur minding, c'est pour plaire à cette personne-là. Cette personne leur dit quand manger, quand aller se coucher, quand faire leurs affaires, comment faire les choses, apprendre les nouvelles choses, apprendre à obéir. Et après un bout de temps, les soldats deviennent un petit peu plus comme leur chef. Ça nous ressemble un peu aussi. Hein? Avez-vous remarqué comment votre vie en Jésus-Christ a radicalement changé parce que vous êtes en train de vouloir plaire à ce chef, notre Dieu? Hein? On regarde comment Jésus agit. Moi, j'étais petit garçon, je n'étais pas sauvé, je ne connaissais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais j'entendais parler de Jésus. Je regardais des films, je voyais Jésus, comment il se comportait, comment il agissait, et je le trouvais donc impressionnant, cet homme, qui se disait Dieu. Mais je n'étais pas encore convaincu. Mais la personne de Jésus m'a impressionné. Et je regardais agir. Comment il réagissait face à des gens qui étaient méchants avec lui. C'était tout un modèle pour nous. Et quand je suis devenu chrétien,
par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ma vie, je commence à ressembler de plus en plus à Jésus. Je commence à parler un peu comme les gens autour de moi qui croient en Jésus-Christ. Et ma façon de penser change. Mes comportements et attitudes changent. Très intéressant de voir ça avec les militaires. Mais là, quand je regarde l'Église de Jésus-Christ, on vit la même chose. On a un nouveau chef, si je peux le dire de cette façon-là. Notre Dieu n'est pas un chef, notre Dieu est un Dieu. Vous comprenez? Il est le roi des rois. Il a beaucoup de noms. Je ne sais pas si parmi ces noms-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent vraiment la Bible, là. Est-ce qu'on a déjà parlé de Jésus comme un chef? Je pense qu'on a peut-être parlé de Jésus comme un chef religieux. Est-ce qu'il y avait des chefs religieux dans le temps aussi? Mais Dieu, il est Dieu. Il nous façonne à son image. C'est très intéressant. On est arrivé au verset. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais est-ce que vous savez que Jésus nous appelle des soldats? On est des soldats. Wow! Ça, c'est vraiment intéressant. Le passage des Écritures où ce que Paul dit, c'est le prochain diapo, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui est en train de parler de nous. Des bons soldats de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes un soldat de Christ. Et j'espère que vous êtes un bon soldat. Parce que tu peux être un mauvais soldat, désobéissant, un peu rebelle. Mais est-ce qu'on s'efforce d'être un bon soldat? Tantôt, notre frère parlait qu'il y a des fois qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. On va pécher. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Vous ne portez pas l'étiquette pécheur. On va pécher. Mais parce qu'on est pardonné et parce qu'on demande pardon, c'est comme si l'étiquette ne peut pas nous coller. Il y a des gens qui vont vouloir coller sur vous. Ah, pécheur, désobéissant, n'importe quel mot négatif. Mais en Jésus-Christ, c'est comme si ça tombe. Parce qu'on sait qui on est. On sait qu'on n'est pas parfait. Mais on a un roi qui est parfait. Et nous sommes en lui. Pardonnez, lavez. Amen. Il n'est pas de soldat, on va aller au prochain diapo, qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est un verset biblique. Ce verset biblique, je l'ai sur mon ordinateur, sur mon background. Il est là sur mon ordinateur tous les jours depuis au moins 1 an et demi. Je la médite, je la remédite, et je dis merci Seigneur pour ce verset-là, parce que ça m'a aidé à vivre en Haïti pendant les derniers 9 mois. Et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Ce verset m'a façonné sur le terrain missionnaire. Oui, comme vous, je suis un soldat. Mais là où j'ai été, il a fallu que Dieu me donne quelque chose pour que je me tienne sur ça, pour m'aider à vivre toutes les étapes. Vivre 9 mois en Haïti, c'était toute une expérience. Et c'est incroyable. Quand tu regardes les jeunes qui rentrent dans l'armée, qui deviennent soldats, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils vivent. Tu les rencontres après qu'ils ont passé leur service militaire, puis tu dis, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas changés, on est transformés. Vous avez tout entendu parler du papillon qui rampe, puis après ça, ça devient un papillon. Il est complètement différent. Mais c'est ça qui nous attend en tant que croyants. On ne rampe plus, on s'est coucouné à quelque part, proche de Christ, et Christ nous a transformés et on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est formidable. Et on a besoin, à travers de ce processus de la vie, de se tenir à des versets bibliques que Dieu nous donne individuellement pour nous tenir à travers les moments qui vont nous étirer dans notre foi, qui vont nous étirer dans ce qu'on vit à chaque jour. Et partir pour aller vivre en Haïti pendant 9 mois de temps nous a étirés au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites. Je risque de le dire encore une autre fois, au-delà de nos limites. On va apprendre par 2 façons dans la vie, par la souffrance et par la sagesse. Priez pour nous qu'il y ait plus de sagesse, moins de souffrance. Et monsieur, oui, c'était tellement difficile l'adaptation culturelle.
J'aimerais avoir le temps pour parler plus de ça, mais prenez-le pour vrai. Le contraste culturel, le conflit culturel, ça nous forge. Ça nous dérange. Ça nous rentre dedans des fois comme un train qui arrive à toute allure et ça nous frappe sans avertir. Ça ne dit pas « je m'en viens, tchou tchou ». Non, non, boum, d'où ça sort ça. Mais c'est les choses qu'on vit. Nous avons été vivre dans une communauté chrétienne haïtienne. On est entouré de 30 enfants avec une dizaine de familles. Et en plus, par-dessus ça, durant l'année scolaire, sur le terrain où on vit, il y a une école avec 250 enfants et les professeurs. On était continuellement entouré d'Haïtiens dans un environnement chrétien. Et ça forge le caractère. Ça forge le caractère. On n'a pas le confort qu'on a ici. On vivait dans une chambre. On avait une cuisine communautaire. Tu ne te lèves pas pendant la nuit pour aller aux toilettes, puis tu fais juste traverser la maison, puis aller aux toilettes, il faut que tu sors dehors. Et tu trouves la toilette dans la noirceur. Tout était différent. La vie, à tous les égards, était complètement différente. Si ça n'aurait été pour le verset, on aurait perdu le cap, puis on aurait revenu au Canada. C'était dérangeant, fatigant, à s'adapter à la chaleur, ça a pris comme je pensais. Ça allait prendre au moins 3 mois pour s'adapter à la chaleur. Puis je ne me suis jamais habitué aux maringouins. Oh, ils ont des maringouins là-bas aussi. Il y en a-tu ici qui se sont habitués aux maringouins? Venez, s'il vous plaît, me dire comment vous avez réussi pour que je puisse emmener ça avec moi. À part de ça, il y a les tarentules, les grenouilles, les lézards. Après ça, les animaux qui font du bruit toute la nuit. Après ça, les coqs. Au lieu de se réveiller à 5 heures du matin, ils se réveillent à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. C'était incroyable. Même à minuit. Ils chantent à minuit, c'est quoi cette affaire-là? C'était toute une expérience. C'était incroyable. Ce verset-là m'a donné une vision. De ne pas regarder les choses que je suis en train de vivre, mais de plaire à celui qui m'a enrôlé. Et Jésus nous a donné une vision. Et j'aimerais vous dire ceci. En tant que croyants, nous recevons toute une vision de Dieu parce que peu importe où ce qu'on est, la vie peut être vraiment difficile. Mais si vous voulez tellement vous attacher à les choses de ce monde, vous n'allez pas recevoir la puissance pour relâcher et dire, je vais focuser sur quoi que Dieu m'appelle. Que ce soit de faire des peintures. On a quelqu'un qui fait des peintures. Je suis convaincu que la personne qui a ce don-là pour faire des peintures a été attaquée par l'ennemi pour l'empêcher de faire ce que Dieu lui amène à faire. Je suis convaincu qu'il y a des gens ici qui travaillent dans n'importe quel domaine, okay? Que ce soit chez Walmart, à l'épicerie, dans un bureau. Dieu vous a donné une vision pour ce travail-là. Vous êtes en train de l'exécuter et l'ennemi est venu à quelques reprises pour essayer de vous déroger de où ce que vous êtes pour vous emmener ailleurs. Pas là où ce que Dieu vous veut. Mais parce que vous voulez plaire à Dieu, vous gardez en tête ce à quoi Dieu vous donne et vous équipe et vous appelle à faire et vous le faites et vous passez à travers parce que Dieu a une puissance à travers de ça. Et c'est la même puissance, c'est Christ, la puissance de Christ, le Saint-Esprit en nous pour faire le travail à laquelle il nous appelle pour qu'on puisse accomplir l'œuvre qu'il nous appelle à faire. Que ce soit en mission ou ici ou même chez vous. On a toute une raison d'être, c'est Jésus. Et Jésus veut nous communiquer pour qu'on puisse accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Là, je vous ai mentionné que Dieu nous a donné une vision. Aimeriez-vous savoir c'est quoi cette vision? Pour ceux qui l'ont oublié, la revoici. Dieu nous a appelés à faire ceci. Et c'est la même chose qu'on a partagé l'année passée. Nous voulons semer la parole de Dieu dans le cœur des enfants et d'équiper la jeunesse à devenir de futurs leaders en Christ afin qu'ils bâtissent une nouvelle Haïti. Et je suis encore convaincu que c'est la vision que Dieu a pour nous, parce que quand je regarde ce que Jésus a fait dans les derniers 9 mois, ça va toujours en ligne avec ce qu'il nous a appelé à faire. Par contre, quand on est arrivé en Haïti,
On a voulu simplement, dans la première année, apprendre la langue et la culture et s'intégrer. C'est pas ça qu'on a fait. On n'a pas fait juste ça, je devrais dire. Dieu avait d'autres plans. Il y avait un plan accéléré. Parce que c'est ça qui nous appelle à faire. Mais ça, c'est juste un exemple de beaucoup de choses qu'on a faites cette année. On s'est occupé de l'administration, les achats, parce qu'on vit dans une communauté qui a une école de 250 enfants et ils veulent aller à 300 enfants l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on creuse les trous. C'est vrai? Je l'ai dit l'année passée, je ne suis pas là pour construire. Non, mais je suis là avec les dons que Dieu me donne. Et une des choses que Dieu m'a données, c'est capable de comprendre, analyser des choses. C'est pas moi qui ai creusé le trou, là. J'ai juste pris la photo pour vous faire rire. J'ai sauté dedans avec une pelle, mais j'étais un peu en charge d'assurer le fonctionnement de la communauté et de l'avancement des projets de construction parce qu'ils veulent avoir 300 enfants au lieu de 250. Et pour ça, il faut construire des bâtiments. C'est-à-dire que mon ministère, ce n'était pas de faire de la construction, mais comme je suis là et que j'ai deux mains, j'ai une tête et j'ai un cœur, c'est comme, est-ce que tu peux nous aider? On voit ce que tu es capable de faire. Peux-tu nous aider à gérer tout ça? Oui, on va aider. Ça veut dire qu'on a fait de l'administration, on a fait le creusage de trous, on a fait des constructions, des rénovations. Mon épouse, pendant ce temps-là, elle s'occupait des enfants. Et peut-être tantôt, je vais lui laisser parler quelques mots sur les enfants. On va voir. Mais les choses ont été de façon accélérée. On a appris la langue et la culture de différentes façons. On a étudié au moins 3 heures par semaine la langue haïtienne. On a appris une langue, mais qui n'est pas parlée. Qu'est-ce que tu veux? On a appris la langue, on sait lire la langue. On peut lire le créole, on peut lire le créole, on peut parler le créole en lisant. Je peux lire des textes puis les lire. Mais quand on vient pour parler, ils ont tellement de contractions que là, c'est une nouvelle langue qu'il faut qu'on apprend. Que je vais vous donner un exemple. Okay? Regardez la phrase suivante. Vini, moi, parler où? Vous avez entendu 4 mots, hein? Okay. Première fois que j'ai entendu cette phrase-là, il y a une femme qui appelle son mari et elle dit « Viens me parler où? » Je regarde son mari et je dis « C'est quoi que ta femme vient juste de dire? » Elle m'a dit « Viens me parler où? » Hein? Viens me parler où? C'est-tu un mot, ça? Je dis, non, non, c'est 4 mots. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est parce qu'on fait des contractions. Moins, c'est Vini, moins, c'est vim. Il contracte le vini pour faire V-I-M. Paléo, c'est parler où? Vim paléo. Puis il dit ça vite comme ça. Et c'est comme là, on a une nouvelle langue à apprendre. Le créole écrit, le créole parlé. Mais c'est correct. Notre oreille est en train de se faire, ça fait 9 mois qu'on est là. Puis on peut comprendre de plus en plus quand les gens se communiquent. Mais ça dépend aussi de la personne qui parle. Vous savez, au Québec, il y a des gens qui parlent le joual, puis il y a des gens qui parlent le québécois. Puis quand les Français arrivent ici de la France, ils ne comprennent pas ceux qui parlent en joual. Mais nous, on s'y fait. Tu comprends? Parce que notre oreille est faite. Mais c'est ça. Les défis de la langue en Haïti, c'est d'apprendre les contractions et être capable de parler et de communiquer avec les gens. Et ça, c'est un nouveau défi pour la prochaine année. Et on a hâte de retourner pour être capable d'apprendre à parler le créole. Oui, c'est ça. Puis c'est juste amusant parce que c'est culturel. C'est vrai? Comme nous, on a des phrases en québécois qu'on dit, qui sont bien formulées, qu'on dit tout le temps. Et quand les étrangers qui parlent français viennent nous entendre parler, qu'est-ce que ça dit là? Ils ne comprennent pas. Mais c'est la même chose. Mais ça va prendre encore quelques années pour qu'on puisse parfaire davantage le créole. Puis merci Seigneur pour le bout qu'on a déjà fait, mais on avance avec ça. C'est-à-dire qu'on a appris la culture, on a appris la langue, et pendant la première année, pendant qu'on était là, puis on vit dans une communauté, il y a un des jeunes hommes dans la communauté qui a à peu près 20-21 ans, qui ne fonctionnait pas dans le milieu scolaire, puis il était rendu aux 9e année. Et là, le responsable qui a commencé le ministère, on s'est assis ensemble, puis on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeune homme-là? Puis j'ai dit, je ne pense pas qu'on lui fait de faveur à lui garder dans le système scolaire. Et comme notre objectif, c'est de faire une école de métier dans le futur, mais j'ai dit, pourquoi on ne commence pas avec lui tout de suite à le former pour des futurs métiers,
à le former pour peut-être rentrer plus tard dans une école de métier. C'est comme une école de métier embryonnaire, il n'est pas officiel, mais on commence avec un jeune qui a un besoin, puis il ne peut plus construire l'école. Et comme on est un environnement, un ministère où on travaille, le ministère qui est là, je veux dire, il commence à construire pour avoir plus des classes d'école. On a des menuisiers, des gars qui travaillent dans la plomberie, menuisier, électricité, ciment. On peut prendre ce jeune homme-là puis le faire travailler avec les autres employés. Il va apprendre sur le tas. Puis j'ai dit, ça va être une merveilleuse expérience pour nous aussi de par la suite déterminer comment on fait pour commencer une école de métier de façon, en suivant les directives du gouvernement pour avoir une école de métier. J'ai dit, c'est embryonnaire, on commence. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est en train d'apprendre les métiers. On a reçu dans la dernière année des dons d'ordinateurs. Et je m'y connais en informatique. Et on a reçu ces ordinateurs-là. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Mais j'ai commencé un cours d'informatique avec les jeunes de la communauté et des jeunes de l'école. Je suis allé voir le directeur de l'école, j'ai dit, j'ai 6 ordinateurs. J'ai dit, je veux que tu me trouves 6 étudiants qui vont vouloir avancer et apprendre l'informatique. Et ils sont venus me voir et on a monté les ordinateurs. Je les ai montés comment plugger les ordinateurs ensemble, assurer qu'ils fonctionnent. Chaque fois qu'on fait ça, on doit sortir une génératrice pour avoir de l'électricité. Et je me suis occupé de ces jeunes à chaque semaine, 2 heures de cours. Ce qu'on a fait, c'est 1 heure de cours théorique puis 1 heure de cours pratique où ce que je les ai dit, jouez avec l'ordinateur. Amusez-vous. Mettez en pratique ce que vous venez juste d'apprendre la dernière cours. Ça veut dire 2 fois par semaine, ils venaient me voir, puis je les instruisais à utiliser l'ordinateur. On a appris Word, WordPerfect, PowerPoint, des logiciels de traitement de l'image, parce que j'ai une pensée en arrière de la tête. L'année prochaine, en septembre, je leur ai dit, en septembre, je veux que vous m'aidiez à faire le montage de toutes les photos de parrainage pour les enfants. C'est un travail colossal. Je l'ai fait l'année passée. J'ai pris toutes les photos de les 250 enfants, énumérés par classe, envoyé ça aux responsables pour qu'ils puissent mettre ça sur leur site web pour le parrainage d'enfants. Puis là, j'ai un paquet d'enfants, d'adolescents que je suis en train de former pour faire ce travail. L'école de métier a déjà commencé. On est en train de leur donner des choses pratiques à faire, à apprendre, de voir de nouveaux horizons et apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment merveilleux. Et en même temps que ça c'est la 2e classe. J'ai commencé une 2e classe. Parce qu'il y a une jeune fille qui... Juste, je vais revenir à l'image avant l'arrière. Il y a une jeune fille qui est... C'était-tu celui après? En tout cas, l'autre image, je vois. La jeune fille qui est là, je me suis dit, je la veux dans mon cours. Parce que le premier cours, c'est le directeur de l'école qui m'a choisi 6. Mais là, à un moment donné, j'ai identifié cette jeune fille-là. Elle veut, dans le futur, aller travailler dans l'hôtellerie. Travailler dans l'hôtellerie, là, si tu ne sais pas travailler avec un ordinateur, ça sert à quoi? Puis mon cœur était là. J'ai des ordinateurs, puis j'ai une fille qui veut dans le futur, aller travailler dans les hôtels. Je dis, il faut qu'elle apprenne à jouer avec un ordinateur. Puis pendant tout ce temps-là se passait, quelqu'un m'avait dit, elle est au secondaire, dans tel niveau de secondaire. Puis l'année passée, elle avait eu un cours en informatique. C'est intéressant ça. Elle m'a dit, oui, c'est intéressant, mais elle n'a jamais touché un ordi de sa vie. Mais c'est ça la réalité d'Haïti. Peu d'équipement. Ils ont tellement de choses théoriques. Ils vont à l'école, s'ils ont du papier, ils peuvent l'écrire. S'ils n'ont pas de papier, ils doivent apprendre par cœur. Puis c'est du par cœur. Ils peuvent répéter, mémoriser les choses, mais ils font quoi avec leurs mains? Ils n'ont pas d'équipement. Et Dieu est en train de nous fournir des équipements. Je n'ai pas une photo de ça, on va juste penser à ceci. On a reçu un lot de Lego l'autre jour. Amen! Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent maintenant prendre des blocs Lego et construire des choses avec leur imagination. Ils peuvent faire de quoi avec leurs mains? Durant l'année que j'étais là, j'appelle le responsable qui reste la plupart du temps au Canada. Je dis, « Hey, Richard! » J'ai dit, je peux-tu faire livrer chez vous des équipements? Il dit, oui. J'ai dit, parfait. Tu vas avoir des affaires qui vont arriver bientôt par la poste. Emmène-moi-les quand tu vas arriver, je pense en janvier. Et il y a une photo bien pas loin, si tu peux juste avancer encore. Oui, continue. Je vais dire quand arrêter. On va parler de Marie-Josée tantôt, on va continuer. Oui, continue. Il y a une image où il y a un jeune homme qui est devant une table, il est en train de jouer avec un jeu électronique. Non, encore. Il a déjà passé? Un des premières images? OK, ça c'est juste un autre exemple.
J'ai démonté un moteur avec les enfants pour leur montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Ma première formation, c'est physicien. Je m'y connais en électronique, je me connais en électricité, je me connais dans les petits moteurs comme ça, parce que mon enfance a été de faire ces affaires-là avant de l'apprendre. Moi, je savais déjà les choses électroniques avant d'arriver à l'université, puis j'en ai fait pas mal parce que j'aimais ça. Mais tu vois ici, en photo à droite, là, on est en train d'apprendre à souder et de dessouder pour qu'on puisse ouvrir le moteur. Et là, je leur ai expliqué comment un moteur fonctionne en dedans avec l'électricité. Ils n'ont pas accès à ces choses-là. Mais ils n'ont rien. L'autre image, Carmen, l'as-tu trouvé où il y a un jeune homme, il est assis sur une table blanche avec une boîte à côté de lui? Puis, en tout cas, c'est une des images, on va le trouver à un moment donné. Quand j'étais enfant, j'avais accès à un jeu électronique où tu pouvais faire le montage de 150 expériences électriques avec des haut-parleurs, des lumières et toutes sortes de choses électroniques pour apprendre ces choses-là. Pratique. Et j'ai dit à Richard, emmène-moi-en un. Je l'ai acheté online par Internet, je l'ai fait livrer chez Richard, il est arrivé à Anatote avec ce équipement-là et j'ai commencé un cours avec un des jeunes hommes parce que pendant que je fais de l'informatique avec une gang, il y en a un autre que j'ai identifié que lui, il aimerait peut-être mieux faire de l'électronique et j'ai fait de l'électronique avec ce jeune homme-là, avec ce jeu-là. Regarde une des premières images, mon épouse a dit à Carmen, peut-être au début, il était en haut, plus en haut, peut-être après les textes. Tu vas le trouver, à un moment donné. Et, OK, voilà. Il est là. Mais ce n'est pas le jeu électronique. Lui, j'ai fait aussi un atelier avec lui, avec le moteur, et avec deux autres. J'ai fait ça en deux groupes. Oui. Puis, c'est juste pour dire, on a emmené des équipements avec nous. Électroniques, mécaniques. J'ai emmené des roues avec des moteurs pour les aider à faire monter un petit char avec l'électricité, expliquer les principes de ça. On a emmené des équipements informatiques en Haïti. Je l'ai déjà dit l'année passée et je vais vous le redire cette année. Haïti n'a pas besoin de plus de pasteurs. Il y a des pasteurs sur tous les coins de rue. Sur notre rue où on reste, je pense qu'il y a 5 églises. OK? Vous comprenez? Haïti n'a pas besoin de plus de pasteurs. Haïti a besoin de plus de nous. Des gens qui ont des compétences, qu'on peut aller en Haïti et parler de Jésus continuellement, mais de l'emmener de quelque chose de tangible qu'ils peuvent faire avec leurs mains parce qu'ils ont besoin d'apprendre plus que juste de faire de l'agriculture ou de perdre leur temps après avoir fini l'école parce qu'ils n'ont aucune expérience. On a besoin de l'emmener à ces enfants-là des expériences tangibles, ouvrir des horizons pour qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres choses que juste faire ce qui est autour de moi, d'être capable de rêver avec Dieu et d'avancer. De donner des opportunités de voir autre chose que ce qu'ils ont vu dans les dernières années de leur vie, qui se limitent à peu de choses. On les enseigne des jeux. On emmène des jouets avec nous. On a eu des Legos, comme j'ai dit tantôt. C'est extraordinaire de voir ces enfants-là voir et faire des choses avec leurs mains. Je fais de l'origami avec les enfants, avec du papier. Tu comprends? Ils apprennent de nouvelles choses, ils apprennent à utiliser leurs doigts. Puis faire l'origami, là, ça prend la dextérité avec les doigts. Et c'est le fun de voir ces enfants-là apprendre ces choses-là, à développer le manuel. Puis avec l'école de métier qu'on veut faire, puis on a des hommes de métier, des gens qui font du ciment, la charpenterie, l'électricité, plomberie. On veut, parce que ça, c'est des ouvriers qu'on a pour construire l'école, mais c'est comme, je ne veux pas juste les avoir pour construire l'école, je veux les avoir pour enseigner dans une école de métier. Et l'année passée, cette année, je veux dire, en janvier à peu près, on a engagé un agronome. C'est super ça. On exploite notre terre pour voir qu'est-ce qui peut être cultivé et arrêter de cultiver la canne à sucre, parce que la canne à sucre, c'est comme au Québec, notre maïs. On a tellement cultivé le maïs au Canada qu'on a presque tué toutes nos terres. Okay? Là, on est en train d'introduire, par cet agronome, la capacité de faire d'autres choses que la canne à sucre pour avoir un revenu. On a besoin
d'emmener les gens autonomes et non dépendants des Blancs pour vivre. Et pour ça, il faut les équiper à travailler la terre, puis à trouver des emplois, créer un commerce. On ne peut pas juste dire, veux-tu accepter Jésus? Et dire, je suis content d'accepter Jésus, va-t'en. Il n'y a pas de suivi. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, élevé des enfants. Après qu'ils ont appris à manger, puis aller dans le frigidaire, l'éducation était finie, tu te débrouilles pour le reste de tes jours. Non, on doit arrêter, on doit identifier où le chaînon manquant dans leur croissance pour devenir des hommes et des femmes autonomes. Et une des façons, c'est de les enseigner à travailler avec leurs mains. C'est merveilleux d'emmener un homme à Jésus. OK? Ça, c'est merveilleux. Si la personne est en train de mourir, il accepte Jésus, il est sauvé, il s'en va au ciel. Mais quand il a accepté Jésus, puis il est jeune, il y a 5-6 ans, il a accepté Jésus, mais tu ne l'entoures pas d'une vie qui peut croître, qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour le petit bout? On l'a emmené à Jésus, mais qu'est-ce qu'il va faire avec son Jésus quand il va avoir 6, 7, 8, 15 ans, 20 ans, si on n'est pas là pour accompagner ces jeunes pour devenir autonomes et capables de vivre une vie en Christ, fiers en Jésus-Christ, équipés pour faire face à la vie, équipés pour faire face à des défis. Sinon, on est en train de perdre notre temps. Parce que oui, je suis là en tant que missionnaire, oui, je suis pasteur, mais je veux donner tout ce que j'ai en moi à ces enfants-là. Je veux être comme Paul qui a dit, je me suis vidé. C'est-à-dire que je suis là pour aider avec l'administration, je suis là pour aider à la construction, je suis là pour aider dans tous les domaines que je peux aider, je suis là pour prêcher la parole de Dieu, mais je veux surtout, comme j'ai mentionné tantôt, équiper ces enfants-là pour que quand ils deviennent des adultes, ils peuvent faire, eux, maintenant, la multiplication de ce qu'on fait avec eux et les emmener à construire un nouvel Haïti. Ma vie a été une vie de multiplication. Je vais vous expliquer avec une belle petite histoire. Quand j'étais au secondaire, ça fait il y a longtemps passé, là, moi, j'ai gradué du secondaire en 83. Okay? Non, je n'ai pas 45 ans, j'en ai 54. Mais dans ces années-là, mes professeurs de secondaire avaient construit à Montréal un ordinateur dans notre école et ont mis des terminales dans nos classes. Ça, c'est dans les années 80. Combien de gens vous aviez accès à un ordinateur dans les années 80? Nous, on avait ça à l'école. Wow! Nos professeurs l'ont construit pour nous exposer à ça. C'était formidable. Je suis arrivé au cégep, j'avais déjà des connaissances en informatique. C'est pas au cégep que j'ai commencé à apprendre l'informatique, c'était au secondaire. C'était merveilleux. Je suis à Triano, en Haïti. C'est une petite ville rurale dans les montagnes à 50 km de Port-au-Prince. Et on a des ordinateurs. Et je suis en train de faire avec ces étudiants-là. Moi, je ne l'ai pas construit. Je les ai mis ensemble et je suis en train d'exposer des enfants qui n'ont jamais été exposés à des ordinateurs. Comme moi quand j'étais au secondaire. C'était phénoménal. Dieu m'emmène à multiplier ce que j'ai fait dans le passé. Dieu m'a équipé toute ma vie pour ce moment de ma vie, pour être en Haïti, pour déverser dans ces enfants-là tout ce que je peux leur donner. Et mon appel à l'Église de Jésus-Christ, puis c'est le même appel que j'ai fait l'année passée, je ne veux pas bâtir des bâtiments en Haïti. Là, on le fait parce que le ministère avec qui on s'est attaché a besoin d'agrandir leur école. Et ça va continuer encore pendant 4 ans jusqu'à ce qu'on a fini le secondaire. Mais mon travail, ce n'est pas de construire des bâtiments. Mon travail, c'est avec les écoles comme on a là, de travailler à bâtir des écoles de métier, d'utiliser les locaux après l'école pour faire une école de métier et de contacter les autres ministères que je connais en Haïti. J'en ai rencontré peut-être une douzaine dans la dernière fois que je suis en Haïti. Cette année, on n'a pas pu voyager dans le pays presque du tout à cause de tous les tumultes et les manifestations. Depuis 5 mois que je suis en Haïti, je suis en communication avec un gars à chaque semaine pour dire « On espère de venir te voir cette fin de semaine. » Puis pendant 5 mois de temps, impossible, 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 impossible. Trop dangereux de voyager. C'est-à-dire, on reste chez nous, tranquille, on garde les communications, mais ce qu'on veut faire, c'est faire un réseau de communication et d'aider les autres organismes à avoir la nécessité d'avoir une école de métier et de travailler avec eux. Parce que dans le futur, si eux, ils ont un étudiant qui a fini de faire l'école de métier chez eux, puis il est très compétent, puis il a de l'expérience, peut-être on va en avoir besoin de lui pour venir enseigner chez nous. C'est vrai? Ça veut dire qu'on veut travailler avec un réseau. Parce que après tout ça, un de mes visions à long terme, ça c'est le Citizen Sunday.
ça serait d'avoir un bureau de placement pour les étudiants qui ont fini pour qu'ils puissent trouver de l'ouvrage. Là, rendu là, on va être en train de faire un boucle qui continue et qui est une boucle bénie et que les enfants, après avoir eu une éducation, peuvent aller trouver un emploi. On n'est pas en train de les garantir des emplois qui vont devenir riches pour voir à leurs besoins. Trop de jeunes en Haïti veulent devenir avocats, docteurs ou gardes-malades. Et ça sort des écoles multiples, mais le taux de placement, c'est tellement petit que tu te dis, c'est encore un autre racket pour faire de l'argent à travers le système d'éducation. Les jeunes se font éduquer, mais ils n'ont pas d'emploi par la suite. Il faut vraiment aider Haïti en commençant avec les tout petits. Puis peut-être je peux laisser mon livre. C'est là où je m'en viens. C'est peut-être. Viens-t'en. Qu'est-ce qui est décevant aussi, c'est que qu'est-ce qui est malheureux, il y a tellement de corruption pour faire de l'argent sur le dos des gens. Tu as des écoles de métier, des écoles de plombier que les étudiants sortent des écoles, puis ils ne savent même pas, ils ne savent rien. C'est comme, ils vont dans les écoles, comme on dit, ils apprennent pratique. Ils n'ont jamais travaillé après une toilette ou ils n'ont jamais travaillé après un lavabo. Puis là, ils sont avec leur diplôme avec lequel ils ont déboursé. Puis les gens ne les veulent pas parce qu'ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas le faire. Parce que l'école est comme une école qui fait juste attirer pour avoir l'argent, puis ils ne forment pas à moitié, puis les jeunes. Donc, c'est tout un monde. Et c'est là que le Seigneur va nous guider. Moi, je sais que le Seigneur, là-dedans, va tout guider pour amener une nouvelle roue, si on peut dire. Une roue où on va commencer à produire des choses bonnes, des choses bien, que les gens vont voir la différence aussi, puis aller de l'avant avec ça, pas à pas, parce que c'est un travail qui se fait pas à pas. Et bien, moi, je travaille avec les petits aussi. Puis, juste une anecdote pendant que Peter parlait, comme je vous dis, ils n'ont pas d'instruments, ils n'ont pas des ordinateurs, ils n'ont jamais touché à ça. Oui, mais là, je suis avec. Il y a deux phases. Il y a la communauté, ça, c'est les petits de la communauté, là, les 10 familles qui ont été recueillies du tremblement de terre. Et puis, il y a aussi le village qui, eux, envoient leurs enfants à notre école parce que c'est des chrétiens, ils savent qu'on est une école chrétienne, puis ils envoient, comme on disait, il y a 4 églises sur la rue. Donc, nous, on est la seule école chrétienne, ils envoient leurs enfants à notre école. Fait que ça, c'est le local qu'on appelle. Ça, c'était les petits de la communauté. Ça, ils font partie des 10 familles qui ont été rescapées du tremblement de terre. Et puis, c'était tellement drôle parce qu'à un moment donné, j'étais dans mon bureau, puis je leur ai donné des dessins. Ils aiment dessiner, c'est incroyable. Puis, c'est la première fois qu'ils voyaient une imprimante. Là, ils voyaient le dessin sur l'ordinateur. Puis là, tout à coup, je leur donne le dessin, puis c'est comme, « Mais où t'as pris ça? Hein? Il était là, puis là. » J'ai dit, oui. Il dit, comment tu as fait ça? Mais j'ai dit, pas moi qui l'ai fait. J'ai dit, tu vois la machine qui est là, elle est branchée avec celle-là, puis celle envoyait la machine à l'autre machine, puis là, ça. Mais pour eux, là, c'était comme, wow! Il n'y a pas de fil. Fait que nous, on prend ça comme acquis ici. Là. Pour nous, là, c'est de l'ordinaire, mais c'est de voir les gens qui vivent ça pour la première fois. C'est et qu'on vit toutes sortes de choses comme ça. Là, c'est notre cuisine, ça, en fin de compte. Vous voyez une partie. J'amenais les enfants à la cuisine. C'est une... centre de premiers soins. Oui. Alors, là, je leur passais un petit film biblique. Là, l'ordinateur, là, il commence à connaître ça. Là. C'est quelque chose qui font partie maintenant de leur vie. Puis là, je suis en train de leur passer un petit film biblique. Des fois, on fait des dessins, des jeux, alors on s'occupe d'eux comme ça. Puis, le Seigneur a ouvert une autre porte. J'ai commencé comme ça, avec les enfants de la communauté. Puis, à un moment donné, le Seigneur a ouvert une porte pour que je devienne une aide professeur à l'école. Donc là, j'ai un contact avec mes tout-petits. Eux autres connaissent le Seigneur. Les autres, il y a de l'affinité à faire. Là. C'est comme, c'est chrétien, mais ils ont besoin aussi d'apprendre la parole de Dieu, les chants bibliques, les choses que nous, on a dans nos écoles du dimanche. Fait que moi, je fais être professeur. Alors, des fois, c'est le temps de la sieste. Bien, pour les faire reposer, on chante une petite chanson chrétienne. On
On vit Jésus au quotidien. Vous savez, ils connaissent mieux la parole que nous dans le sens par cœur. Le par cœur, là, c'est incroyable. Là. Nous, on essaie de comme sortir Jésus de la Bible, là, de l'amener dans le quotidien. C'est comme tu connais ce verset-là, mais maintenant, il faut que tu apprennes à le vivre. Fait qu'ils sont très, très cérébrales au niveau de la chrétienté. Là, c'est comme, à un moment donné, on avait manqué de l'eau. J'étais avec mes petits, puis ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas d'eau. On a des réserves, mais les réserves s'épuisaient, puis l'eau ne rentrait pas. Alors, j'ai pris mon petit groupe, et j'ai dit, OK, là, on va prier Jésus pour qu'il nous envoie de l'eau, parce que là, on n'a presque plus d'eau, puis il nous faut de l'eau. Puis on a eu de l'eau le soir. Fait que vous voyez, on commence à sortir Jésus de la Bible, puis Jésus, c'est au quotidien qu'on le vit. Ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste des affaires à apprendre par cœur, c'est quelque chose qu'on vit, c'est une expérience qu'on vit. Puis c'est très agréable de ce ministère avec les petits. Merci, chérie. Oui, on va faire ça bientôt. Mon épouse a fait un montage vidéo. On va bientôt... Carmen, peut-être tu peux le préparer pour monter la vidéo. Et bientôt, quand la vidéo va arriver, on va vous le présenter. C'était une année d'expérience, découverte, de nouveautés, de défis. Comme mon épouse a mentionné tantôt, on a eu des grands défis dans la dernière année, des manifestations. Quand il y a des manifestations, si tu peux juste le mettre sur pause, Carmen. Et aussi, il y a du son. C'est-à-dire que si le technicien de son peut arranger ça, quand on va la partir tantôt, on va avoir le son. Dans la dernière année, on a eu beaucoup de manifestations en Haïti. Des coups de feu, des gens tués dans la zone où on reste. Même si on ne reste pas à Port-au-Prince, c'est des choses décevantes. Ça ébranle la vie des gens de la communauté, parce que les gens de la communauté sont des rescapés de la tremblement de terre, où ce que Richard, qui a commencé ce ministère-là, était à Port-au-Prince. Après le tremblement de terre, il était à Port-au-Prince, puis il avait parlé avec un de ses collègues qui est un Haïtien. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ils ont prié, cherché la face de Dieu, et ils ont pris des familles. Il y a des familles qui ont perdu leur mari dans le tremblement de terre. 2 familles, une qui a 6 enfants, elle a perdu son mari. L'autre, elle avait 5, elle a perdu son mari, puis un des fils de son mari, lui était remarié avec elle. Elle a perdu son mari, un de ses fils. Et c'était la vie des gens de la communauté. Et Richard les a emmenés ensemble pour vivre ensemble dans une communauté. Avec les 30 enfants, ils ont dû commencer une école. Puis il y a 8 ans, c'est ça qui est arrivé. Ils les ont mis tout ensemble, ils ont commencé une école. Puis l'école a grossi depuis 8 ans. Ils ont commencé avec 30, ils sont rendus bientôt à 300. Okay? C'est-à-dire que les choses ont vite grandi là où on demeure. Les besoins sont là. Dieu nous a emmenés au bon moment où l'école de métier veut commencer. Puis avant que nous, on arrive, Dieu a envoyé des ouvriers pour construire et d'autres personnes pour aider la communauté. Et ils sont là où ils sont. On a reçu du Québec une femme qui aide la formation des professeurs. Oui, les professeurs sont formés pour les professeurs, mais ils n'ont pas accès à les techniques d'enseignement comme on a ici. Et on a une spécialiste qui a travaillé dans les CPE pendant des années de temps, puis elle vient en Haïti pour aider les professeurs à travailler avec les tout-petits, avec tous les besoins. Et c'est merveilleux de voir qu'est-ce que Dieu envoie en Haïti pour aider les gens. Et là, on va prendre quelques secondes pour montrer la vidéo. J'espère que le son va bien fonctionner. Et après ça, on va commenter encore sur différents aspects de qu'est-ce qu'on vit en Haïti. Classe d'informatique du Collège Anatote, mise sur pied par Peter. Nous voyons aussi le directeur de l'école présenter le premier cours d'école de métier du Collège chrétien Anatote. Nous avons 5 ordinateurs et nous en recevrons 5 autres à la rentrée. Voici la deuxième classe d'informatique. Et ici, nous avons un jeune qui fait un atelier en électronique donné par Peter aussi. Voici le Collège Anatote, section secondaire. Le toit est en toile maintenant, mais nous allons faire un 2e étage. Et vous allez voir bientôt la construction d'un autre bâtiment qui va contenir des écoles du secondaire et des écoles pour la formation de métier, parce que Anatote est un collège qui se dirige vers l'école de métier. Alors voici le site. Et, le collège Anatote en construction.
Alors, me voici maintenant avec les petits de la communauté. Et ici, nous allons voir les petits de l'école Anatote, qui sont aussi du village. Alors, on les voit entrer, ils s'en vont à leur classe. Ils sont heureux, ils dansent, ils sont contents. Alors, voilà, c'est avec ces petits que moi je travaille. On les voit ici encore en train de danser. Et je vais vous laisser un petit peu regarder les petits. Alors voici les petits dans leur classe. On leur apprend à parler français, à chanter des chansons bibliques, à lire la parole, à vivre les vertus chrétiennes. Et on leur enseigne aussi à travailler avec leurs mains. Alors c'est toute petite classe que nous avons ici, avec laquelle je travaille. Ici, nous avons une journée d'activité et de sport. Alors, c'est un nouveau jeu que nous leur avons enseigné. Ils ont eu beaucoup de plaisir, ça criait, ça jouait et on a eu un bon moment et on voit les enfants qui ont du plaisir et ils ne connaissaient pas ce jeu et maintenant, ça fait un nouveau jeu pour leur communauté. Alors, bâtir un meilleur avenir pour Haïti, c'est ce que nous voulons faire avec le Seigneur qui va nous guider à développer le potentiel de ces jeunes pour de l'espoir et un avenir meilleur. Amen. Merci, Carmen. Les blocs Lego. On est en continuelle évolution. L'autre jour, on a reçu un don de blocs Lego, puis on a dit comment on va organiser ça cet été. Et l'épouse du fondateur, on jasait ensemble, puis elle a dit on va vider un des guest rooms, les guest house. On a vidé une chambre, on a enlevé les lits, on a enlevé les tables, on a enlevé les étagères, puis on a créé un environnement pour que les enfants puissent faire du bloc Lego durant l'été. Et ça, cette photo, je l'aime beaucoup. Parce que l'étudiant à gauche, il était mon premier étudiant dans mon premier cours. Et j'ai fait pendant des semaines de temps de formation avec eux. Et quand j'ai commencé le deuxième cours, j'ai dit aux étudiants du premier cours, vous allez venir m'aider à enseigner le deuxième. Ils apprennent à mettre en pratique et apprennent à l'enseigner. C'est ça le principe de multiplication que je veux laisser avec les enfants en Haïti. Il faut qu'ils apprennent que qu'est-ce qu'ils apprennent, c'est pour aussi donner aux autres. Et ça a été un franc succès. Il y a des étudiants, comme j'ai dit, j'avais 6 étudiants, 5 ou 6 étudiants, laisse-moi réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étudiants. Mais il y a aussi un professeur de l'école qui a voulu se joindre, le directeur de l'école qui voulait se joindre à nous aussi, puis un autre monsieur qui était à gauche, en avant, c'est un des hommes de la communauté, lui aussi. Pendant que j'avais commencé mon travail à Anatote, lui avait déjà commencé à prendre des cours en informatique en ville. C'est-à-dire que ce monsieur-là, je veux le former, que dans le futur, c'est lui qui peut me remplacer. Parce qu'il faut qu'il y ait une multiplication. C'est-à-dire que je veux être capable d'être libéré de ça pour être capable de recommencer ailleurs. Et j'aimerais voir un autre comme ce jeune homme-là qui apprend suffisamment, qui pourrait peut-être m'accompagner ailleurs pour faire ça ailleurs et de faire de la multiplication comme ça. Le défi, par exemple, maintenant, c'est pour la multiplication, c'est un défi d'équipement. C'est-à-dire que
Si je peux vous présenter un des besoins qu'on a à ce ministère ici, c'est d'avoir des équipements. Et j'ai dit à Richard, qui est le fondateur, on a reçu 10 ordinateurs dans la dernière année, mais on a encore besoin de 5 ordinateurs. Et là, je fais l'appel à l'Église. S'il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont conscients de quelqu'un, ou même eux-mêmes, qui disent « Ah, moi j'ai un ordinateur, je veux changer mon ordinateur, peut-être l'année prochaine », je peux peut-être vous encourager de le changer cette année et faire un don à Anatole d'ordinateur. Parce que moi, j'ai 9 semaines que je passe ici au Québec cet été et j'espère de ramasser un demi-ordinateur par église. Comme ça, à la fin de l'été, je vais en avoir 5. Merci beaucoup. Ce que je cherche, par exemple, je vais juste expliquer, on cherche des portables parce que je dois les transporter en Haïti. Puis on a besoin des portables qui sont assez récents, pas quelque chose qui a 15 ans. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Il faut qu'ils soient opérationnels, il faut qu'on regarde à être capable d'installer Windows, la nouvelle version dessus, parce qu'on a besoin des ordinateurs qui sont fiables. On a reçu 6 ordinateurs. La première cargaison qu'on a reçue, vous avez vu, c'est des ordinateurs de table. Ça a coûté cher de les faire transporter, et quand ils ont livré 6, il y en a 4 qui ont fonctionné. Okay? C'est-à-dire que les 5 que j'aimerais être capable de ramener avec moi en Haïti, je veux les apporter avec moi dans mes bagages, des portables que je peux rentrer facilement. Je peux avoir 2 gros valises, ça veut dire que je suis capable d'emmener au moins 5 ordinateurs. Si j'en ai plus, tant mieux. Si j'en ai moins, c'est pas grave, Dieu va pourvoir en chemin. On a vraiment vu la main de Dieu agir là. Dieu nous a envoyé 6 ordinateurs, 2 qui sont morts, mais dans la communauté, il y avait un ordinateur disponible pour la communauté parce que quelqu'un, il y a quelques années passées, a emmené avec lui des tablettes et des ThinkPads, des ordinateurs portatifs. Puis il y en avait un. Un des professeurs, il avait son portable. Le directeur, il a son portable, parce que quand ils ont reçu ces ordinateurs il y a quelques années passées, ils en ont reçu 3 ou 4. Parce que quand on manquait d'ordinateurs, on a pu supplier, c'est-tu le bon mot en français? Avec les ordinateurs qu'on avait déjà en place. C'est vrai? Mais là, notre défi, c'est parce qu'en septembre, on a à peu près 15 étudiants. Mais je veux aller plus loin que ça. Je veux, après avoir fait ce que j'ai fait, et commencer. OK, on a besoin de 15 ordinateurs parce que la nouvelle année scolaire a besoin d'ordinateurs pour leur classe informatique. Je ne ferai pas une classe informatique comme les autres écoles font sans ordinateur. Et Dieu pourvoit. Mais on a besoin de 15. Mais j'en ai besoin peut-être un petit peu plus parce qu'on a plus que 15 professeurs. Et je veux commencer maintenant à offrir un cours informatique aux professeurs. Parce que dans le futur, je suis en train de rêver, parce que le jeune homme qui est là, qui s'appelle Jimmy, qui apprend l'informatique, cet été, il va apprendre les bases de données Access. Je suis très content de ça. J'ai dit, Jimmy, parce qu'en septembre, avec toi, on va commencer à monter une base de données pour notre école de 300 enfants. On fait tout sur papier. Est-ce que vous savez comment ça prend du temps pour comptabiliser les notes des élèves, de 300 élèves sur papier? Mais là, on a un gars qui est en train d'apprendre l'informatique. Moi, je connais l'informatique. Je connais les bases de données. Il est en train d'apprendre les bases de données. Je veux créer une base de données pour notre école, pour le parrainage et avoir ces affaires-là disponibles sur Internet. Ça ne se ferait pas en... Et pas la queue. C'est-à-dire que, puis là, ce que je veux faire avec ça, après que notre école, dans peut-être 1 an ou 2, si on a réussi à avoir un système à point en informatique, d'aller vendre nos services à les autres écoles et leur apporter une base de données. Parce qu'il y a plein d'écoles qui ont du parrainage aussi. C'est vrai? C'est-à-dire qu'on va apprendre quelque chose, on va être dans une position pour être capable d'offrir nos services ailleurs. Il faut emmener le ministère à être autonome. Et comment on fait ça? L'agriculture et les nouvelles technologies. Parce que la parole de Dieu nous dit que la richesse est dans la terre. Haïti a tellement négligé d'exploiter leur terre, a mal exploité leur terre, sont en train de s'appauvrir parce qu'ils ne sont pas capables de cultiver comme dans le passé. On va amener de nouvelles technologies. On a vu tantôt la photo des choux. 3 mois, on a eu 40, 50 de choux sur une terre qu'on disait qu'on ne pourrait peut-être pas exploiter parce que ça a été tellement dépourvu de nutriments à cause de la surexploitation du canne à sucre. Engage un agronome qui sait qu'est-ce qu'il fait et on produit de la terre. Là, on a besoin de faire une expansion. Là, une de mes idées là-dessus, comment on puisse expansionner. On a une terre limite parce qu'on a une terre. Mais on ne peut pas produire 5 hectares de choux, tu comprends?
Mais si on peut aller voir nos voisins, puis de commencer à travailler avec eux, puis dire, regarde, veux-tu avoir un meilleur revenu sur ta terre? On va t'aider à avoir un meilleur revenu. Et au lieu de nous payer en argent, tu vas nous payer en produits. Et on va prendre ces produits-là, nous, on va aller les vendre. Mais là, il faut tout faire un système de vente, de comptabilité. C'est énorme ce qu'on veut faire. Mais on commence avec tout petit. On avait 50 choux, ça marche. Mais comment on peut faire plus? On est en train de faire des piments, ça marche, ça se vend. Mais comment on peut faire plus? Comment on peut travailler avec les voisins pour les aider à arrêter de cultiver juste la canne à sucre et de faire une autre culture qui va les enrichir? Vous comprenez? Et là, leurs enfants, parce qu'ils vont avoir plus d'argent pour les récoltes, ils vont être capables de payer l'éducation de leurs enfants. Et ils deviennent moins dépendants des Blancs. Quelle fierté qu'on pourrait emmener dans cette communauté avec toutes les familles et les gens autour de nous en apportant une façon différente à faire les choses et de sortir de la pauvreté. On veut briser le cercle vicieux de la pauvreté. Et comment? Mais c'est avec vous. Je l'ai déjà dit ici, puis je vais le répéter dans toutes les églises, si vous avez les capacités, vous entendez tout ce qu'on fait. S'il y a des gens ici qui savent les principes de l'agriculture pour faire fructifier la terre et tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Mais parle avec moi. Appelez-moi. Vous avez mes coordonnées, Denis a mes coordonnées, contactez-moi par le site web. Et c'est Peter, moi j'ai une spécialité dans telle chose, ça peut être utile, mais on va en discuter. Non? Puis disons, tu sais comment cultiver la terre, puis emmener de nouvelles procédures pour cultiver la terre, on va en parler. Si tu connais des cours d'appointe en informatique, en mécanique, n'importe quoi, tu comprends? Et si vous voulez juste venir voir et participer, puis aider à la construction, il y a de la place. L'important, c'est qu'on commence à faire un input en Haïti qui est différent que l'ancien modèle de juste envoyer de l'argent, puis d'envoyer, puis faire tout pour eux. On ne peut pas continuer à tout faire pour eux. Il faut les enseigner à faire leurs affaires pour qu'ils puissent se prendre en main puis aller plus loin. Puis juste regarder l'heure qu'il est. Je vais ennuyer ma femme et Alain parce qu'ils ont entendu l'histoire hier. Ma femme, elle l'a entendu multiples fois. Comment construire un puits en Haïti? L'ancien modèle, c'est que les Haïtiens disent aux Blancs, on a besoin d'aide pour construire un puits. Les Blancs s'organisent avec toute une équipe. Il arrive là, 30 personnes, ils construisent le puits. Au revoir, on a fait votre puits, on s'en va. Là, les Haïtiens sont là avec un puits flambant neuf, avec des systèmes de moteurs électriques, puis ils ne comprennent rien. Ils brisent, ça ne fonctionne plus, on arrête de produire de l'eau. Mais là, avec les APDC, qui ont pris une chose ou deux pendant qu'ils ont fait les missions pendant 100 ans, ont envoyé une personne en Haïti. Parce qu'il y a une communauté non chrétienne qui a dit, on a besoin d'un nouveau puits, notre puits de 100 ans, il est mort. On a envoyé une personne. La personne s'est assise avec eux. C'est quoi vos besoins? Ils ont identifié leurs besoins. Ils ont identifié les ressources qu'ils avaient en Haïti. Cette communauté avait 2 garçons qui étaient rendus ingénieurs puis ils ne travaillaient plus dans la communauté. Ils ont repatrié, c'est le bon mot, ils ont fait venir ces 2 ingénieurs-là, puis ils disent, ça c'est votre communauté, voici votre besoin. Les ingénieurs ont été engagés pour faire le puits. La communauté est devenue les bras et la tête pour construire le puits. La communauté a construit eux-mêmes leur puits avec un support financier. Mais c'est eux qui l'ont fait. Et parce que le puits est dans une montagne, il y a un petit village à côté de 20 000 personnes qui ont besoin d'eau. Ils vont acheminer l'eau et le vendre. Et là, ils vont avoir des revenus qui vont venir payer toute réparation future de leur puits. Et là, on a fait un cercle béni au lieu de quelque chose qui arrête après que c'est brisé. Et ils sont fiers. Quand je suis allé voir l'école de Michel Charbonneau l'année passée, j'étais en train d'aider un professeur parce que lui, il s'en faisait arracher une dent. Puis moi, comme j'ai déjà des études en mathématiques, j'ai pris la classe mathématiques. À un moment donné, je suis occupé, puis mon épouse est avec moi. Je suis occupé à la porte, puis mon épouse commence à parler aux jeunes de ce projet-là de puits. Les enfants, ils avaient les yeux ouverts comme ça. C'était-tu beau, madame? C'était-tu beau, madame? C'était-tu beau, madame? Parce que eux, ils n'ont pas de valeur. Mais d'entendre que c'est des Haïtiens qui ont été devenus des ingénieurs, qui ont conçu le puits, ces enfants-là qui sont en 9e année à peu près, ils sont tous là des yeux ouverts. C'était beau ce qu'ils ont fait? C'est-tu beau ce qu'ils ont fait? Marie-Josée disait, oui, c'était beau. C'était beau ce que vous avez fait. Et les enfants sont sortis de cours avec un sourire bord en bord, fiers d'être haïtiens, fiers d'avoir accompli quelque chose. C'est vrai? Ils ont besoin d'être valorisés. Dans les prochains mois, j'espère que vous allez entendre parler des équipes qui vont commencer à venir en Haïti et d'entendre ce que Dieu va faire à travers de vous.
On a besoin de vous pour venir en Haïti. On a une école. On a des besoins. Les besoins sont grands. Oui, il y a toujours des besoins financiers. Vous allez toujours en entendre parler. Mais il y a un plus grand besoin que ça. On doit aller maintenant en Haïti et faire une différence. On doit aller en Haïti et investir de notre temps, de nos ressources, de notre connaissance et de partager ça avec un autre et de se multiplier. Moi, je ne peux pas tout faire. Je suis convaincu de ça. Hein? Quand j'étais en Haïti, là, je ne peux pas tout faire. Parce que je suis juste une personne. Et les besoins sont trop grands. Et c'est là où on fait appel au corps de Christ au Canada, de venir en Haïti. De quelle façon? Je ne sais pas. Dieu pourvoit. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je ne sais pas. Mais communiquez avec nous. Dites-nous ce que vous savez faire. Dites-nous si vous êtes disponible pour venir en Haïti. Et avec le temps, avec tous les gens qui vont communiquer avec eux, avec nous, parce qu'on a de la place, on a des guest houses. Et si on n'a pas de guest house, on va s'organiser pour avoir de la place pour vous. Parce qu'on a besoin qu'on ait des gens qui viennent en Haïti pour nous aider. On a des gens qui viennent faire toutes sortes de choses en Haïti. La construction, la rénovation, ça a toujours été le cas dans le passé. Mais là, on veut commencer à avoir des gens qui vont venir former, qui vont pas juste prendre le marteau et cogner le clou à la place d'un Haïtien, mais de les montrer à cogner le clou pour bâtir. Que ce soit avec des marteaux, que ce soit avec l'école. On a une école qu'on est en train de faire des affaires vraiment différentes que les autres écoles. Parce qu'on emmène un rapport pratique. C'est-à-dire que si vous êtes, j'ai des connaissances et je suis capable de faire des choses manuellement, mécaniques. Y a-t-il des mécaniciens d'auto ici? On a des motos en Haïti. Ça pilule le moto. Moi, je rêve dans le futur d'avoir un atelier de réparation de moto qui est rentable. Pas juste quelque chose que nous autres, on est toujours en train d'injecter l'argent pour faire fonctionner ce ministère-là, parce que c'est des Haïtiens qui apprennent le mécanique de moto, qui offrent les services, et on est capable d'offrir les services à un prix compétitif où ce que les gens viennent chez nous pour faire réparer leur moto. Ça génère des revenus. Pardon-moi? OK. 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 Oh oui, c'est les véhicules là-bas, c'est des véhicules de foi. Tu embarques dedans, tu ne sais pas si tu vas y arriver, tu ne sais pas si tu vas survivre, et la conduite sur la route, c'est dangereux. C'est-à-dire que tout le monde conduit avec leurs fesses serrées, en tenant bien leurs dents, en espérant d'arriver de point A à point B, parce que c'est incroyable. Tu regardes les véhicules, des fois, là, tu te dis, mais comment cette affaire-là n'aura pas un permis pour conduire au Québec? Tu comprends? Tu dis, tu as un Ford pick-up truck, qui est un petit, là, pas les gros, là, puis il y a du bagage dessus avec des gens assis par-dessus, puis tu dis, wow! Il tourne le coin de rue, puis il fait, est-ce que la suspension va tenir? Puis tu vois des gros payloaders là, avec des roues qui font ça là, en arrière. Là. Ils sont remplis de tonnes de sable et les roues font ça en arrière. Dépasse là. Hein? Hé, monsieur. C'est un choc culturel aller en Haïti, mes amis. Mais Dieu est bon. Il a pris soin de nous, il nous a protégés sur la route. On a évité des accidents sur les routes. Dieu était vraiment avec nous. Et tellement bénissant de revenir au Canada, là, c'était fou. On avait un temps de manifestation et tout d'un coup, on se disait, mais est-ce qu'on va être capable de partir d'Haïti? Il y a eu la Coupe du monde de soccer, au football. Et là, les Haïtiens ont gagné contre les Canadiens. On entendait des coups de fusil le soir quand ils ont gagné contre le Canada. Parce qu'ils étaient tellement joyeux. Moi, je pensais que c'était des feux d'artifice, mais ils ont dit non, c'est des coups de fusil. Mais à cause de ça, il y a eu un paix dans le pays pendant 3-4 jours avant que les manifestations recommencent, et c'était en plein le temps qu'on revient. Merci Seigneur. On part d'Haïti, aucun presque trafic pour aller à l'aéroport. On pogne l'avion, on vient à Montréal. On part de Montréal, on s'en va à Québec. On part de Québec, on s'en vient au Lac-Saint-Jean. On n'a presque pas eu de trafic. This is great. You know? Wow! Merci Seigneur. Et ça a été un plaisir de partir d'Haïti pour venir jusqu'ici aujourd'hui, d'être avec vous. Et si je peux juste finir avec une dernière phrase en créole. Bon Dieu, béni ou. Amen.
Pasteur Denis, vous le savez, il n'a pas pu être ici, mais je ne sais pas si vous savez que moi, je connais Denis depuis 22 à 25 ans. Quand on est venu au Seigneur, au Carrefour chrétien de la capitale, Denis était à l'église avec sa femme, ses enfants. Je connaissais ses enfants parce qu'ils venaient à la pouponnière avec ses bébés. Je les connais depuis très longtemps. Et Denis m'a demandé de finir la réunion ce matin avec vous. Et ça va être mon plaisir de faire un peu un travail non missionnaire, mais plus pastoral. Ce matin, avant qu'on quitte l'Église, on a parlé tantôt, il y a des gens qui ont des besoins. Je ne veux pas quitter ce matin sans prier pour les gens qui ont des besoins. Davantage pour les gens qui sont malades dans leur corps. Parce que je crois à la parole de Dieu qui dit ceci, tout simplement. Impose les mains aux malades. C'est incroyable ce verset, hein? Ce n'est pas marqué « prie pendant 1 heure de temps ». C'est juste mentionné « impose les mains aux malades ». Si vous êtes malade dans votre corps, on va prendre le temps pour prier. Si vous avez besoin de parler, de partager, venez nous voir. Mon épouse et moi, on est là pour prier sur vous, partager avec vous, dans un temps un petit peu plus intime. Et dans quelques minutes, je vais relâcher mon épouse, s'il y a des gens qui veulent encore la prière, je vais relâcher mon épouse parce qu'on a fait une petite table avec quelques bibelots qu'on a achetés en Haïti. Et mon épouse va prendre le temps pour rencontrer les gens qui veulent connaître un petit peu plus sur la culture et la langue haïtienne. Elle va vous parler en créole, elle parle mieux que moi. Moi, je lis mieux qu'elle, mais elle parle mieux que moi. Ça se complète. C'est-à-dire que si vous avez des besoins de prière, nous sommes ici pour prier pour vous. Et on a été bénis d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de vous revoir dans le futur. Merci pour votre accueil chaleureux.